Salut les investisseurs, dans cette vidéo on va analyser ensemble un dossier qui m'a été demandé dans le canal Telegram. Vous pouvez le rejoindre via le lien qui se trouve dans le commentaire épinglé de cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et on commence tout de suite avec le cours de l'action HMS Networks. C'est une action suédoise qui est donc cotée en couronne suédoise. On voit que le cours de l'action il est dans une sorte de range entre 252 et 550, bon c'est quand même assez large comme range, mais on n'est pas sur une trajectoire franchement haussière. Est-ce que c'est le moment de s'intéresser à cette action? On va analyser ça. Alors, est-ce que on a un trimestre, le trimestre 2025? Non, on n'a pas les données pour le premier trimestre 2025, donc on peut se mettre en année complète, et on va se mettre en croissance annualisé. Alors, en médiane, on a 19,9, disons 20% de croissance. C'est très élevé. On a sur 2024 un net ralentissement à 1,14%. Qu'est-ce qui s'est passé pour que la croissance faiblisse autant? Bon, ça il va falloir l'analyser en lisant les comptes de résultats, etc. Faut regarder les publications pour comprendre pourquoi ça a autant freiné. Surtout qu'on voit qu'il y a une acquisition assez importante sur l'année 2024. Donc, ça se trouve, on était en décroissance. Et cette acquisition a permis de seulement revenir à l'équilibre. Bon, tout ça, il faut l'éclaircir. Ce qu'on voit, c'est qu'en médiane, normalement, sur une croissance assez forte, faudrait que ça ne soit qu'un accident temporaire, on va dire. Ensuite, les taux de marge. Alors, le taux de marge brut à un niveau d'avantage concurrentiel. On est à 62%, 62,5%, on est au-dessus de la médiane, on est au-dessus de 60%, 60% c'est notre niveau d'avantage concurrentiel défini par Warren Buffett en fait dans ses métriques. Taux de marge d'EBITDA à 22,4%, alors on a eu un gain d'efficacité opérationnelle ici, puisqu'on voit que le taux de marge d'EBITDA a augmenté beaucoup plus vite que le taux de marge brut, mais ça s'est essoufflé. Et finalement, le taux de marge d'EBITDA a même chuté plus fortement par la suite. Donc bon, ce qu'on peut noter en tout cas, c'est que sur la longue route, on est en légère croissance, donc on dégage de l'efficience, en tout cas on arrive à maintenir l'efficience opérationnelle, donc ça c'est très bon. On a un niveau qui est élevé dans l'absolu, à 22,5, élevé, plutôt élevé on va dire, plutôt correct, on va dire plutôt. Et le taux de marge net, lui, alors il baisse un petit peu plus rapidement là sur les derniers exercices, donc est-ce qu'on a des charges d'intérêt élevées? Est-ce qu'on a une fiscalité qui a augmenté? Il faut clarifier. Bon, dans l'absolu, 10% c'est quand même convenable, mais c'est pas exceptionnel non plus. Donc surveillance, parce que on voit que sur la période jusqu'à 2023, on a augmenté les marges, et puis là ça commence à rebaisser. Et si ça continue sur cette trajectoire, c'est signe que la qualité du management se dégrade. Donc point de surveillance ici. Ensuite, on va regarder la conversion des bénéfices nets en free cash flow. Comme d'habitude, c'est ici, pardon. Alors, on a un léger décalage, ouais quand même, 10 milliards de décalage, entre un peu plus même, entre les free cash flow et les bénéfices nets. Alors, d'où est-ce que ça provient? D'où est-ce que ça vient, ce décalage? Alors, on a une variation du BFR qui est très défavorable. Depuis 2022, ça s'est bien dégradé, donc ça impacte les cash flows opérationnels, et donc les free cash flows à dépenses en capital constant. Il faut vérifier ça, et c'est ce qu'on va faire tout de suite. Si vous regardez les dépréciations et amortissements par rapport aux dépenses en capital, donc on a des dépenses en capital qui sont moins élevées que les dépréciations et amortissements. Donc, plusieurs façons d'interpréter, soit on a changé de business model, on n'a plus besoin de faire autant de dépenses en capital qu'avant, et dans ce cas-là, et ça n'impactera pas la croissance, dans ce cas-là très bien. Ou alors, le groupe a baissé sa dépense en capital pour faire face à d'autres éléments, peut-être de la dette ou autre chose. Et donc, on sacrifie l'avenir en ne maintenant pas à minima la dépense en capital au niveau des dépréciations et amortissements. Si vous avez une équivalence entre les deux, c'est à peu près pour maintenir votre appareil industriel. Si vous avez des capex plus élevés, votre appareil industriel, vous êtes en train de le développer, et au contraire, si c'est plus bas, vous rétractez votre appareil industriel, et donc ça peut impacter la croissance future. Donc en fait, ici, on a une variation défavorable du BFR, mais on a augmenté les dépréciations et amortissements, ou en tout cas on a baissé les capex,
Et donc, finalement, ça impacte pas tant que ça les free cash flow. Mais ça, c'est pareil, c'est peut-être mauvais signe. Hein. Donc, attention. Et la variation du BFR comme ça, c'est très mauvais signe, en revanche. Ensuite, là, vous avez quoi comme différence? Vous avez 800 millions. Donc, vous retrouvez une bonne part de la différence. Et après, il doit y avoir du Other Non-Cash Items. Vous en avez pour 900 millions. Donc là, il faut aller dans le tableau de flux de trésorerie pour savoir de quoi il s'agit. Ce sont des dépenses non cash. Et normalement, ça devrait aider les free cash flow. Donc là, il va falloir essayer d'aller dans le détail pour savoir d'où vient la différence entre les free cash flow et les bénéfices nets. Ça, c'est dans le tableau de flux de trésorerie que ça se passe. Pour valoriser l'entreprise, on va plutôt utiliser les free cash flow. Parce que ça représente mieux mieux la réalité de ce que gagne l'entreprise. Allez, on va continuer avec la rentabilité opérationnelle mesurée via le rendement des capitaux investis. En médiane, on est sur 15%, c'est un niveau tout à fait honorable. Et là, on est à 8%, donc ça c'est vraiment moins bien. Hein. Depuis 2023, on a fortement chuté en termes de rentabilité opérationnelle. Voilà, faut comprendre pourquoi. Pourquoi est-ce que on est sur une rentabilité qui se dégrade. Et ça, c'est pas bon signe. Hein. On voit que sur la longue route, la médiane de croissance du chiffre d'affaires est à 20%, avec une rentabilité à 8%, impossible de financer ça, hein, de vous autofinancer. Donc il va falloir s'endetter si on veut maintenir une croissance à ce niveau-là, avec une rentabilité aussi dégradée. Donc ça, mauvais signe. Ensuite, l'endettement du groupe. Oula. Alors c'est parti en flèche. Donc là, toujours pareil, l'endettement, quand on regarde une société européenne, il faut aller retraiter par rapport à l'IFRS 16 pour savoir s'il n'y a pas des loyers qui sont inclus dans la dette. Donc, s'il n'y a pas de loyers qui sont inclus dans la dette, à ce niveau-là, c'est quand même dangereux. Hein. On a 5%, 5 fois l'EBITDA en dette nette. C'est un niveau qui est très élevé là. Hein. C'est risqué. Et un peu plus pour les free cash flow. 6 fois à peu près les free cash flow. Un peu moins 6 fois les free cash flow. Ce niveau-là, ça va impacter les bénéfices, mais très lourdement, puisque tout va passer en charge d'intérêt. Donc ça me semble un peu risqué. Donc clarifier si c'est bien le niveau d'endettement qui est là, s'il n'y a pas les loyers. Si c'est ce niveau-là, moi je pense qu'il vaut mieux être à l'écart du dossier. Continuons avec la rémunération de l'actionnaire. Alors, on a des dividendes qui sont à peu près 35-40%. Des free cash flow qui sont versés en dividendes, donc ça c'est soutenable à ce niveau-là. Le rendement, il est supérieur à 2%, à 1%, pardon. Il doit être à 1,5, quelque chose comme ça. Et là, par contre, on a eu de la dilution sur 2024, et ça, c'est pas bien. Enfin, c'est pas bon, quoi. Ça, regardez, rendement d'actionnaire, 6,6%, moins 6,6%. Alors qu'on était habitué à un rendement d'actionnaire à 1%. Donc, augmentation de capital, pourquoi? Ça, il faut aller le clarifier. Maintenant, c'est pas énorme, hein, c'est 10% d'augmentation de capital, mais ça dilue les actionnaires quand même. C'est pas énorme, mais c'est quand même déjà impactant à ce niveau. Est-ce qu'on a dilué pour se désendetter? Mais là, il y a encore beaucoup de dettes, donc est-ce que ça va se produire à nouveau? Ça, il va falloir voir ce que dit le management par rapport au désendettement et à l'allocation du capital. Donc, rémunération d'actionnaire, pas terrible. Ensuite, on va regarder la valorisation d'entreprise en VE sur EBITDA, valeur d'entreprise sur EBITDA. On est pas si loin de la médiane, donc il n'y a pas de marge de sécurité à ce niveau. Conclusion de l'analyse. Je pense pas que ça soit un dossier très qualitatif. Beaucoup de dettes, donc à vérifier, à retraiter. Dégradation de la rentabilité, arrêt de la croissance, dilution récemment. C'est beaucoup de facteurs qui jouent en défaveur du titre. Donc moi je pense que après ça c'est que du quantitatif, hein, si vous êtes un connaisseur du dossier, il faut peut-être retraiter et nuancer ce propos, mais je pense que ce dossier est peut-être un peu trop dangereux. J'espère que cette analyse vous a intéressé. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.